L'humain est-il impuissant face à ses propres faiblesses? Absolument pas. Et ça tombe bien parce que pour aller chercher le bonheur, il va falloir qu'on surmonte un grand nombre de nos limitations. Nous pouvons y parvenir au moyen de notre raison. Mais à une condition, que notre raison ne soit pas compromise. Bref, on va en parler. Précédemment dans Théorie du bonheur. L'état heureux est un état conscient, indépendant des circonstances et pleinement satisfaisant. Pour rechercher le bonheur, il va falloir principalement qu'on se fie à notre raison. Notre raison s'alimente de notre savoir. Et plus notre savoir est vaste, pertinent et exact, mieux nous sommes à même de prendre des décisions qui servent nos intérêts. Notre raison a 3 grands ennemis qui peuvent la tromper. Nos préconceptions, nos biais subjectifs et nos erreurs de raisonnement. Je vais proposer de quelle manière nous armer contre chacun d'eux afin d'assainir notre réflexion et surtout nos prises de décision. J'appelle préconception une information ou un raisonnement que nous croyons vrai sans l'avoir proprement démontré et sur lequel nous nous appuyons. Lorsqu'on s'appuie sur une préconception et qu'elle se révèle fausse, on se casse la gueule en fait, tout simplement. Des préconceptions, on en a tous plein. Elles résultent du conditionnement de notre connaissance, qui peut avoir lieu à 2 occasions. D'une part, lorsque notre connaissance est le fruit de notre propre expérience, d'autre part, lorsque notre connaissance nous est transmise. J'ai été élevé en France où il est très commun de se faire la bise pour dire bonjour dans un contexte amical. Lors d'un de mes tout premiers voyages à l'étranger, vers mes 16-17 ans, je rencontre une Finlandaise à une soirée sur un campus, et elle, c'était la première fois qu'elle rencontrait un Français. Du coup, qu'est-ce que je fais? Évidemment, je vais pour lui faire la bise. Et autant vous dire qu'en Finlande, ça se fait pas, mais alors pas du tout. Ils sont même vachement à cheval sur la notion d'espace personnel. Sa réaction a été très embarrassante, c'est-à-dire qu'elle a pas compris ce que je faisais, donc je me suis pris un gros râteau, et en prime, je suis passé pour un type très louche. Après quoi, j'ai sorti les rames pour aller m'excuser, expliquer que j'avais oublié que ça se faisait pas dans tous les pays et que c'était un malentendu, et voilà, mais je me suis quand même senti très bête sur le moment. Morale de l'histoire, si on oublie que notre connaissance n'est valide que dans un contexte limité, on risque de la croire vraie en toutes circonstances et de se planter. On en revient d'ailleurs à la limite d'analogie dont j'ai parlé à l'épisode 5. Et deuxième morale de l'histoire, voyager, vivre à l'étranger et se confronter à des cultures étrangères sont d'excellents moyens de confronter les préconceptions que nous tenons pour vraies de par notre origine. Combien de temps faut-il dormir la nuit? J'ai longtemps entendu dire qu'il fallait faire ses 8 heures, au point d'en culpabiliser parce que je dors généralement beaucoup moins que ça. En réalité, cette histoire de 8 heures est une préconception. On sait que le manque de sommeil est mauvais pour la santé. Mais le temps de sommeil minimum lui-même varie très largement d'une personne à l'autre. Il y a des petits et des gros dormeurs, ça varie en fonction de notre âge, il est possible de faire des courtes nuits qu'on rattrape avec des siestes sans en être affecté, etc. Imaginons que vous preniez la résolution de dormir exactement 8 heures par nuit. Si ça se trouve, c'est pas votre rythme, et vous vous tirez alors une balle dans le pied. Vous n'arriverez pas à dormir autant, ou alors ce ne sera pas assez. Et aussi, si ça se trouve, ce sera votre rythme, et vous vous y sentirez très bien. Le meilleur rythme est celui avec lequel vous vous sentez le mieux. C'est la même chose pour beaucoup de nos préconceptions qui peuvent circuler sous la forme d'idées reçues, mais aussi sous la forme de traditions. Le modèle familial classique, selon lequel on devrait vivre en couple avec des enfants, semble convenir à la majorité des gens. Mais certains peuvent tout à fait préférer suivre un modèle familial différent, ou rester célibataire, ou ne pas avoir d'enfants, etc. Si ceux-là se forcent à suivre un modèle traditionnel qui ne leur convient pas, ils risquent de se rendre malheureux. Nous devons nous déterminer selon ce qui nous convient à nous personnellement, et non selon ce que les autres attendent de nous. Et même si le modèle qui nous convient est le modèle majoritaire, ce qui est tout à fait possible, on doit s'en convaincre rationnellement, et pas seulement y adhérer par conformisme. Imaginons que vous deviez franchir un ravin sur 5 mètres. Et pour ça, je suis sympa, je vous donne une planche. La planche n'a pas l'air bien solide, et vous craignez qu'elle ne supporte pas votre poids. Si vous foncez l'utiliser sans réfléchir pour franchir le ravin et qu'elle s'avère trop fragile, vous savez comment ça va finir.
Alors pour vous rassurer, vous faites un test entre deux rochers à 50 cm du sol. La planche ne manifeste aucun signe de fragilité, et vous en concluez qu'elle vous permettra de traverser le ravin. En revanche, vous ne pouvez pas en conclure qu'elle supporterait n'importe qui, n'importe quand. Peut-être qu'elle craquerait sous le poids d'un individu plus lourd que vous de ne serait-ce que 10 kg. Peut-être que des conditions d'humidité et de température différentes la fragiliseraient, qu'un vent plus fort vous déstabiliserait, etc. Vous pouvez aussi vous dire qu'un seul test n'est pas suffisant, et recommencer 50 fois pour vous assurer que la planche n'a pas tenu juste par chance. À travers cet exemple, j'essaie de vous amener à comprendre la différence entre la science et la croyance. La croyance consiste à admettre sans preuve que la planche supportera votre poids, ce qui pour le coup vous fait prendre un risque assez extrême. A l'inverse, en science, on ne croit jamais une hypothèse absolument vraie. On ne l'admet que tant qu'elle se vérifie, dans les conditions où elle se vérifie, et jusqu'à preuve du contraire. Pour éprouver la solidité d'une théorie, le scientifique la teste au-delà du contexte d'observation dans lequel elle a été établie. En quelque sorte, le scientifique a plus à cœur de démontrer qu'une hypothèse est fausse, et non qu'elle est vraie. C'est seulement s'il n'arrive pas à la contredire après beaucoup d'expérimentation, qu'il va commencer à la considérer comme fiable, et encore dans un contexte limité. On est bien obligé d'avoir recours à des préconceptions dans l'exercice de notre jugement. Mais comme pour cette histoire de planche, nous prenons un risque en nous appuyant dessus. Nous pouvons réduire ce risque en remettant nos préconceptions en question, en éprouvant la fiabilité, le bien fondé et la pertinence dans le contexte présent. Pour ça, il faut que nous soyons attentifs à toute observation ou opinion qui viendrait contredire nos préconceptions. Et ça, il faut s'y exercer, parce que c'est assez contre-intuitif. Lorsqu'une personne oppose son opinion à la nôtre, nous avons souvent pour réflexe d'en faire un débat, pour savoir qui a raison et qui a tort. C'est la conséquence de notre biais de confirmation. Nous n'aimons pas nous tromper, en particulier devant quelqu'un. Pourtant, que nous ayons raison ou tort n'a aucune importance, et il n'y a rien de honteux à changer d'avis. Bien au contraire, savoir reconnaître ses erreurs est une belle preuve d'humilité. Au lieu d'en faire une confrontation d'ego, nous devrions plutôt confronter nos perspectives, les mettre en commun, et réfléchir ensemble pour trouver la vérité. De cette manière, nos désaccords deviennent des opportunités d'apprentissage. Et dès lors qu'on est capable de ça, on peut s'attacher à échanger avec un maximum d'individus d'origine et d'opinions aussi différentes des nôtres que possible, afin d'en apprendre toujours plus. En sortant de nos environnements de référence pour en découvrir de nouveaux, nous mettons nos préconceptions à l'épreuve. C'est le meilleur moyen d'échapper à nos chambres d'écho que j'ai évoquées dans l'épisode précédent. C'est également de cette manière qu'on développe notre ouverture d'esprit. Et ça, c'est une qualité qui est très utile dans les relations humaines, mais surtout dans la recherche de la vérité. Il existe une règle de management dite des 5 pourquoi, faite précisément pour éprouver nos préconceptions. Vous avez peut-être déjà été confronté à un enfant de 3-4 ans qui vous posait en boucle la question « pourquoi ?», jusqu'à ce que vous soyez coincé. Bah là, c'est le même principe. Pour comprendre la cause profonde d'un effet, il faut se poser 5 fois successives la question « pourquoi ?», et refuser toute réponse tautologique. Tenez, par exemple, j'imagine, du moins j'ose espérer, que vous vous lavez tous les jours. Et je vous demande « pourquoi ?» Là, de mauvaises réponses seraient « bah parce qu'il faut bien le faire », ou « parce que je suis pas un gros porc », ou encore « pour être propre ». Alors oui, merci, je sais qu'on se lave pour être propre, mais pourquoi on le fait ? Pour prendre soin de notre hygiène corporelle. Ok, c'est déjà un peu mieux, mais pourquoi c'est important ? Parce qu'une mauvaise hygiène pourrait avoir un impact indésirable sur nos interactions interpersonnelles. Oui, très juste, il suffit de prendre le métro tous les matins à l'heure de pointe pour s'en convaincre, et aussi sur notre santé. Pourquoi doit-on veiller à ces deux aspects ? Parce que les interactions interpersonnelles sont nécessaires à notre approche du bonheur. On vient en partie de le voir. Et la détérioration de notre santé provoquerait notre souffrance et notre fatigue, voire elle abrégerait notre vie. Oui, mais pourquoi nous en soucier ? La souffrance et la fatigue drainent notre énergie mentale, ce qui a un impact négatif sur l'exercice de notre raison. Or, nous l'avons dit, notre bonheur dépend de notre raison. La souffrance et la fatigue nuisent donc directement à notre bonheur. Et dans le cas présent, nous les subirions inutilement. L'économie de notre effort d'hygiène quotidien n'en vaut certainement pas la peine. Donc là, avec la règle des 5 pourquoi, on a bien confirmé que la préconception selon laquelle il faut se laver tous les jours est fondée. Bref, lavez-vous tous les jours, en particulier si vous prenez le métro tous les matins à l'heure de pointe. Merci d'avance.
Dans l'épisode 5, j'ai déjà proposé une liste non exhaustive de biais subjectifs. En ayant conscience, on peut déjà y prendre garde. Ces biais, il en existe beaucoup d'autres, et à ce sujet, je vous encourage à aller regarder la série Crétin de cerveau proposée par la chaîne YouTube Science Étonnante. Le lien est dans la description. L'objectivisation, que j'avais déjà évoquée dans l'épisode 4 dans le cadre de la gestion de nos émotions, nous permet aussi de détecter nos biais subjectifs lorsque nous prenons une décision. Pour rappel, cette méthode consiste à imaginer la situation à laquelle vous êtes confronté, mais vécue par quelqu'un d'autre. Vous pouvez aussi vous demander quelle décision vous recommanderiez à un ami confronté à votre situation. Et si votre décision implique plusieurs personnes, vous pouvez vous attacher à prendre en compte les perspectives de chacun, et à ne pas donner plus d'importance à la vôtre uniquement parce que c'est la vôtre. Au-delà de nos biais, nos erreurs de raisonnement restent possibles. Là encore, l'échange avec des individus qui réfléchissent de manière différente de la nôtre est un avantage parce qu'ils peuvent mettre en évidence avec leur approche intellectuelle nos égarements. Les études de cas sont aussi un bon moyen de nous sensibiliser à des situations qui nous induisent naturellement en erreur, afin que nous sachions les reconnaître et pour que nous ne tombions pas dans le piège. Qu'il s'agisse de ce que nous avons vécu ou de ce que d'autres ont vécu et nous ont raconté, on doit se servir de l'expérience pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Après 6 épisodes, nous arrivons au terme de notre chapitre sur la raison. En nous entraînant à employer notre raison comme je l'ai proposé, notamment via la gestion de nos émotions et la préservation de notre jugement objectif, nous élargissons le périmètre de contrôle de notre conscient par rapport à celui de notre inconscient. Au lieu de subir passivement les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, quelles qu'elles soient, ce contrôle conscient nous permet de toujours en tirer le meilleur avantage en prenant des décisions éclairées. Et de fait, nous allons en tirer de la satisfaction. D'une part, au travers du plaisir et de l'absence de souffrance inutile que nos décisions judicieuses nous confèrent. D'autre part, parce que nous les obtenons non par résultat du hasard, mais à la force de notre volonté, ce qui est un motif tout à fait valable de fierté et d'estime de soi. Et enfin, parce que nous nous émancipons de nos émotions, de nos biais et de nos erreurs pour diriger notre vie. Nous y gagnons en confiance en nous et surtout en liberté. Conscient, indépendant des circonstances et satisfaisant. Ça me rappelle un truc, mais quoi ? Ah oui, ça me revient. Plus nous progressons dans l'exercice de notre raison, mieux nous sommes capables de générer consciemment de la satisfaction, indépendamment des circonstances. Autrement dit, plus nous progressons dans l'exercice de notre raison, plus nous progressons vers notre bonheur. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 7e épisode, le dernier consacré au chapitre de la raison. Dans les prochains épisodes, nous aborderons un nouveau chapitre, celui de l'action. Concrètement, il s'agit de ce qui arrive après notre prise de décision, et il y a beaucoup de choses à en dire. J'espère que l'ensemble du chapitre vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le mystérieux pouce en l'air si c'est le cas. Si vous avez des questions ou des remarques, faites-m'en part dans les sections commentaires des épisodes correspondants, je trouve toujours aussi agréable de vous lire. Si vous découvrez la chaîne avec cet épisode, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et si vous souhaitez m'aider, je vous serais super reconnaissant de faire connaître la chaîne autour de vous, de partager les épisodes afin de faire grandir la communauté et d'enrichir la discussion. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.